Donc aujourd'hui, nous allons finir le corriger sur le rapport entre le langage et la pensée. Est-ce que je vous avais parlé, je ne me rappelle plus, est-ce que je vous avais parlé de Quine et de la relativité de l'ontologie? Relativité de l'ontologie, est-ce que je vous avais parlé de la grammaire japonaise du chiffre? Ah, si, 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 si. Je m'en souviens. Grammaire japonaise. Mais normalement, il nous avait parlé d'un japonais. Non, c'était pas ça. Bon, manifestement, ça vous a pas marqué. Sinon, ça m'a marqué, je me souviens. Moi, je me souviens. Alors, ce que Quine explique, Quine c'est Quine. Le réel dépend du blanc. Ce que Quine explique dans un ouvrage qui s'intitule Relativité de l'ontologie. Mais il me semble que si. Il me semble que j'en avais parlé. Ce que Quine explique dans la relativité de l'ontologie, c'est que chaque langue particulière, pose la question de savoir ce que c'est qu'une chose. Autrement dit, chaque langue, et plus particulièrement chaque grand groupe linguistique, va avoir sa propre conception de ce que c'est qu'une chose, de ce qu'on peut appeler une chose. Et Quine va noter que entre les langues indo-européennes et les langues asiatiques, il va prendre l'exemple du japonais, il y a des différences considérables, des différences qui sont irréductibles. Euh, Indo-européenne. Ce sont toutes les langues qui vont, c'est tout le groupe linguistique qui va, en gros, des langues turques, turkmènes, jusqu'aux langues européennes. Alors, Quine va montrer qu'en japonais, enfin il ne va pas le montrer, il va simplement l'énoncer, en japonais, il y a deux manières de compter ce que sont que des choses. Il y a une manière qui se rapproche beaucoup de la manière européenne, et il y a une autre manière qui est en réalité plus courante, qui va se traduire de la manière suivante. En français, on va dire 5 policiers. 5 policiers. Pour parler de 5 policiers, on va dire 5 policiers. 5. 5. 5. Les forces de l'ordre. En japonais, le japonais va s'exprimer de la manière suivante. Pour parler de 5 policiers, ils vont dire 5 parties de la police, ou 5 membres de la police, et non 5 policiers. Non, c'est pas tout à fait ça. On dira également en français 5 bœufs. Eux, ils diront 5 têtes de bétail. Qu'est-ce que cette différence dénote pour Quine? Pour Quine, cela signifie que pour la langue japonaise, et donc pour les Japonais, la chose, c'est le groupe. Ce qui est une chose, c'est la collectivité, c'est l'institution, c'est le groupe. Alors que pour nous, Européens, et en particulier pour nous, Français, ce qui est une chose, ce n'est pas le groupe, c'est l'individu. Donc ce qui existe réellement pour nous, ce sont les policiers,
ou les bœufs. Ce qui existe réellement pour les Japonais, c'est la police ou le troupeau. Et donc, les Japonais vont voir d'abord le troupeau et ensuite des membres au sein du groupe, et non pas des individus qui constitueraient un groupe. Oui, vous comprenez. Autrement dit, pour la langue japonaise et donc pour la mentalité japonaise, ce qui existe d'abord, ce qui est d'abord une chose, c'est le groupe, et c'est le groupe qui fait le membre du groupe, alors que pour les langues européennes, c'est d'abord l'individu qui existe, et c'est l'individu qui va constituer par agrégat le groupe. Si vous voulez, si on devait faire une comparaison, euh, on dit l'élève est entré dans la classe en français, mais pour un japonais, le fait de dire 5 policiers, ça serait comme dire la tête, le tronc, les bras, les jambes, les pieds de l'élève sont entrés dans la classe. Au lieu de dire l'élève est entré dans la classe, nous avons tendance à parler des individus en fait qui constituent le groupe. Au lieu de parler du groupe, les Japonais voient le groupe dans sa globalité avant de voir les individus qui le composent. Et donc, qu'est-ce que ça révèle éventuellement et évidemment pour Quine? La force du groupe, tout simplement, du collectif par rapport à l'individu dans la mentalité japonaise. Alors que il est évident que la culture européenne est davantage individualiste que les cultures asiatiques en général et la culture japonaise en particulier. Donc, que nous dit Quine? En fait, il nous dit que penser dans une langue, ce n'est pas neutre. Penser dans une langue, ça va être voir le monde d'une certaine manière. Et donc, en imposant ces catégories linguistiques, une langue va imposer également ses catégories mentales, ses catégories politiques. Est-ce que j'avais parlé de l'idéologie? Est-ce que j'avais parlé de Barthes, par exemple? Roland Barthes. On l'a fait, il me semble. Oui, ça c'est sûr, parce que je vous avais fait un petit topo sur Barthes avant de vous lâcher pour votre dissertation. Mais la question c'est, est-ce que j'en ai reparlé à nouveau? Est-ce que j'ai parlé de l'idéologie? Ok. Alors, dans vos copies, vous avez évoqué parfois Roland Barthes, le texte où il va à la boulangerie acheter du pain et il fait un brin de causette avec la boulangère. La boulangère lui dit il fait beau, mais trop chaud, et lui, il lui dit mais la lumière est si belle. Et là, il va constater, Enzo, il va constater un trouble chez la boulangère qui va conduire à son silence. Et ce que Barthes va comprendre, c'est que la boulangère est totalement démunie pour penser ce que lui pense, à savoir la catégorie de lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour un bourgeois qui a vu des tableaux, qui a eu une éducation artistique, picturale, il est naturel de parler de la qualité de la lumière, quelque chose que l'on fait. Pour une boulangère qui n'est peut-être jamais entrée dans un musée de sa vie, c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible et qui ne se formule pas, du coup, parce que ça ne se pense pas, ça ne se dit pas. Mais que veut dire vraiment Barthes? Là, je m'aventure sur le terrain de la SES. Ce que veut dire Barthes, c'est que ce qu'on appelle une idéologie, c'est une pensée qui ne se pense pas. Autrement dit, une idéologie, c'est ce qui va être constitutif de l'univers mental d'une classe sociale. Mais
cette classe sociale ne va pas en avoir conscience. Autrement dit, une idéologie a pleinement réussi lorsque tout le monde pense en fonction d'elle, sans savoir qu'on pense en fonction d'elle. Et ça passe, vous l'aurez deviné, par le vocabulaire. Une idéologie va imposer son vocabulaire à une population. On a l'impression que les mots qu'on utilise sont neutres, on n'y pense pas, et en réalité, il faudrait y penser parce qu'ils ne sont pas neutres. C'est ce que disait Quine. On peut prendre un exemple qui est particulièrement frappant. Dans les années 60 jusqu'au milieu des années 70, pour parler de la pauvreté, on utilisait le vocabulaire de l'exploitation, un synonyme de pauvre dans le discours médiatique, c'était exploiter. Et donc, on parlait des quartiers, des travailleurs exploités, et non pas des travailleurs. Qu'est-ce qu'on dit pour parler de la pauvreté aujourd'hui? On parle des quartiers qui sont défavorisés. Et vous voyez bien la différence, et en plus, ça a été spontané, votre réponse. On voit bien la différence entre exploité et défavorisé. Quelqu'un qui est exploité, c'est parce qu'il y a des exploiteurs. Et donc, quand on parle des exploités, on pose la question de savoir qui sont ceux qui exploitent, effectivement. Et politiquement, c'est très marqué. C'est très marqué à gauche. C'est très marqué, en plus, marxiste, si vous voulez. Mais quand on dit que les pauvres sont des défavorisés, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'ils n'ont pas eu de chance. Et que c'est de la faute de personne, au fond. Qu'ils ne sont pas particulièrement exploités, mais simplement ils sont nés là, et pas ailleurs. Ils sont pauvres, tant pis pour eux. Et on voit bien, dans ce changement de paradigme sémantique, les logiques qui sont à l'œuvre. Au fond, le combat idéologique, c'est le combat pour les mots et pour l'utilisation de certains mots plutôt que d'autres. Alors, il y a un penseur marxiste italien qui a eu une influence considérable sur tous les mouvements politiques du XXe siècle. Il s'appelle Antonio Gramsci. Donc, Antonio Gramsci, c'est un Italien qui a eu la mauvaise idée d'être communiste dans les années 20. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il a passé une bonne partie de sa vie en prison. Pardon? C'était un communiste, et en Italie dans les années 20. Donc au moment où Benito n'était pas forcément d'accord avec le débat d'idées, si vous voulez. Et donc il a été placé en prison. Je crois qu'il est mort en prison. Il est mort avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est assez mauvais signe. Et Gramsci a théorisé, donc vous vous rendez bien compte que tout ce qu'il a écrit, il l'a écrit en prison. Il n'a pas vraiment écrit de livre, il a plutôt écrit il a écrit des essais, si vous voulez, qui ont été publiés à titre posthume. Il a théorisé l'idée d'hégémonie culturelle. L'hégémonie culturelle, pour Gramsci, c'est la domination d'une classe sociale dans le domaine de la formation des esprits, dans le domaine de la culture. Et en fait, Gramsci va complètement bouleverser la
la logique marxiste de la révolution, parce qu'il va dire que pour faire la révolution, il faut préparer les esprits, et donc le but du Parti communiste ne doit pas être de prendre des usines, ça doit être de prendre des écoles, des universités, des journaux, des studios de cinéma. Et qu'en fait, pour faire la révolution, il ne faut pas s'occuper de ce que Marx appelle l'infrastructure, c'est-à-dire l'économie réelle du pays. Il ne faut pas prendre le contrôle des moyens de production matériels. Il faut prendre le contrôle des moyens de production culturels. Et donc, ça a complètement bouleversé l'histoire de la gauche européenne, et aussi américaine d'une certaine manière. C'est que maintenant, le communiste, on ne le trouve plus prioritairement, on ne doit pas le trouver prioritairement dans les usines, on doit le trouver dans les rédactions de journaux, dans les écoles, dans les universités, etc. etc. Pourquoi? Parce que c'est l'hégémonie culturelle qui compte, hein, et pas le nombre, et certainement pas le contrôle direct des moyens économiques. Donc ça vous explique aussi le destin du Parti communiste italien, si ça vous intéresse, qui s'est détourné des travailleurs pour aller à Cinecittà, pour aller à la télévision, etc. etc. Ça n'a pas très bien fini cette histoire. Mais Antonio Gramsci, référence politique incontournable. Vous allez l'entendre cité par Marine Le Pen et par Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez. C'est vraiment une référence centrale dans les débats politiques aujourd'hui. Alors, donc j'ai pas parlé du cogito. Ok. Il y a, je crois que c'est Anna qui m'a parlé de ça, donc je l'ai vu la semaine dernière. Anna avait parlé du cogito d'une manière assez intéressante parce que il faudrait que je vous explique un petit peu ce que c'est que le cogito cartésien et comment le relier au sujet. Donc je voudrais vous faire un petit cours sur Descartes et sur les méditations métaphysiques. Ça va être rapide. Ça va être même trop rapide, je pense, parce qu'il est déjà 27. Donc, René Descartes est un mathématicien et un physicien français du XVIIe siècle, et il est surtout connu en fait dans le monde pour ses travaux dans le domaine de l'optique. C'est lui qui va découvrir les lois de la réfraction et de la diffraction de la lumière, et c'est lui qui invente la représentation graphique des fonctions. Donc abscisse ordonnée, c'est lui. Les courbes. C'est assez monstrueux en fait comme invention mathématique. Donc Descartes est un scientifique avant tout. Et la question qui va se poser assez rapidement à ces théories scientifiques, c'est celle de leur fondement. Comment fonder la vérité de la théorie scientifique et la fonder sur les fondements les plus solides possibles, sur des vérités qui seraient totalement indubitables, totalement hors de doute. Comment vous faites pour construire la voiture la plus solide possible? Comment vous savez ce que ce sont les plus solides? Exactement, vous faites un crash test. Le but de Descartes, ça va être d'inventer, de fabriquer le crash test philosophique le plus fiable qui soit. Autrement dit, pour savoir si une vérité est solide, et tellement solide qu'elle sera indestructible, il faut créer une sorte de bombe nucléaire, capable de d'ébranler, de mettre en doute toutes les vérités qu'on a pu
considérer. Et c'est ce que va faire Descartes dans un texte qui s'appelle les Méditations métaphysiques. Dans les Méditations métaphysiques, Descartes va prendre pour méthode le doute, métaphysique. Et donc, il va prendre pour méthode le doute systématique, c'est-à-dire qu'il va falloir douter de tout. Autrement dit, il va falloir douter de toutes nos sources de connaissances. Et hyperbolique. Une hyperbole, en rhétorique, c'est une exagération. Et pour Descartes, il va falloir exagérer, exactement, c'est-à-dire qu'il va falloir écarter toute vérité, même si on a le moindre soupçon sur cette vérité, le soupçon le plus ridicule, le plus futile, il faudra écarter cette vérité. Les vérités, c'est comme les femmes, si vous avez des soupçons, c'est mauvais signe. J'ai dit que le doute était systématique, c'est-à-dire qu'il allait falloir douter de tout, et hyperbolique, c'est-à-dire au moindre soupçon, ça dégage. Au moindre soupçon, ça dégage. Il s'agit de fonder la science. Non, mais c'est même pas ça, c'est que même si on a des raisons de douter, c'est même pas que c'est douteux, c'est on a des raisons de douter, alors ça dégage, et c'est le principe effectivement pour... Ok, Ibrahim, on a vu les mêmes vidéos. Si on a la moindre raison de douter du fondement de la science, alors on ne peut pas fonder la science là-dessus. Quelle est la source principale de nos connaissances? Non. Non. Non, non. Non, mais encore plus fondamental que ça, si vous voulez. Oui, mais alors justement, qu'est-ce qui se passe? On connaît le monde grâce à quoi? Non. Non. Le monde extérieur grâce à quoi? Grâce au? J'ai entendu? Non, aux yeux. Qui a dit aux yeux? Ibrahim. Grâce aux yeux? Bah oui, grâce au sens, quand même. C'est grâce au sens que nous connaissons d'abord et primitivement le monde. Est-ce que nos sens sont toujours fiables? Non. Parfois, on est enrhumé, donc on ne sent pas bien. Parfois, on a de la fièvre, donc on a froid alors qu'il fait chaud. Parfois, on voit des illusions d'optique, etc., etc., etc. Donc, Ibrahim, puisque nos sens ont pu nous tromper une fois, ça dégage, effectivement, ça dégage. Ça veut dire quoi pour Descartes? Ça veut dire quoi pour Descartes? Ça veut dire que à partir du moment où nos sens ont pu nous tromper une fois, on ne peut pas fonder la connaissance scientifique sur les sens, sur les sensations. Donc ça dégage. Les connaissances scientifiques sur les sensations. Ce n'est pas assez certain. Descartes va dire, oui d'accord, parfois nos sens nous trompent, parfois je suis bourré, parfois j'ai de la fièvre, parfois j'ai la jaunisse et je vois le ciel en vert au lieu de le voir en bleu, parfois je suis victime d'illusions d'optique, etc., d'illusions sensorielles, mais bon quand même, quand je touche la table, elle résiste, c'est bien que la table a une existence. Quand je me cogne, c'est bien qu'il existe un monde extérieur, etc., etc., etc.
Bah, ça veut dire que je peux au moins avoir confiance dans mes sensations pour prouver ou pour démontrer l'existence d'un monde extérieur, dit Descartes. Sauf que, non. Il y a une situation qu'on a tous vécue où on a des sensations tactiles d'un monde extérieur ou visuelles d'un monde extérieur qui n'existe pas. Les rêves. Exactement. Descartes va dire, mais même l'existence du monde extérieur n'est pas certaine, même l'existence de mon propre corps n'est pas certaine, puisque dans l'expérience du rêve, je peux faire l'expérience d'un corps propre qui n'est pas le mien. Je peux rêver par exemple que je suis mon frère. Okay. Je peux rêver que je suis un loup, Game of Thrones, etc., etc. Je peux rêver surtout d'un monde, et je rêve surtout d'un monde qui n'existe pas. J'ai la sensation parfois tactile d'un monde extérieur qui n'existe pas. Le plus souvent, c'est une sensation qui est visuelle, mais pourquoi pas tactile. Et donc Descartes dit, c'est l'argument sceptique par excellence, la vie est peut-être un rêve, peut-être que ce que je suis en train de vivre est un rêve. Et je n'aurai aucun moyen de le savoir, puisque dans un rêve, je n'ai aucun moyen de savoir si je suis éveillé ou non. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, Descartes va se demander de quoi les rêves sont faits. De quoi les rêves sont-ils faits? Et Descartes va dire, oui, le plus souvent ce sont des souvenirs, mais quand bien même ce ne seraient pas des souvenirs, quand bien même, mais justement l'imagination est surtout faite de souvenirs, mais imaginons une imagination qui soit totalement délirante. Non, mais quand bien même, quand bien même. Oui, enfin, je pense qu'on a tous vu Inception, effectivement, on a tendance à puiser dans un stock de souvenirs pour que, enfin, l'inconscient a tendance à puiser dans un stock de souvenirs pour composer des scènes. Chut, calmez-vous, 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 calmez-vous. Et Descartes va dire, mais nos rêves, si vous voulez, ne sortent pas de nulle part, ils sont structurés. Et ils sont structurés par des lois qui sont celles de la géométrie et de l'arithmétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que même dans un rêve, étant donné qu'il y a des personnages dans les rêves, bah, je peux les compter, et que donc les lois de l'arithmétique, même à l'intérieur d'un rêve, même si le monde extérieur n'existait pas, même si mon corps n'existe pas, même si, je ne sais pas si vous avez vu ce film, même si je suis dans la matrice de Matrix, si vous voulez, les lois mathématiques restent vraies, les lois de l'arithmétique restent vraies, et les lois de la géométrie restent vraies. Ça va pour tout le monde. Donc, on arrive... Orlan, c'est vrai que c'était une belle manière de s'excuser, ça. Mais je t'ai déjà dit que j'étais désolé, sale débile. Bref. Que disais-je? Donc, Descartes semble avoir découvert une première vérité absolument certaine, les vérités mathématiques. Est-ce qu'on peut douter que 2 plus 3 égale 5? Alors, à part Jonathan, qui peut douter que 2 plus 3 égale 5? On ne peut pas en douter. Et Descartes va inventer justement un argument. Alors justement, qui a décidé que 2 plus 3 égale 5? Bonne question. Descartes va se demander si l'on peut douter
de l'évidence mathématique. 2 plus 3 égale 5, il n'y a rien de plus évident. Descartes a appris quand il était petit, il a fait des cours de catéchisme, et il a appris qu'il existait un Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Si ce Dieu existe, alors il a créé son esprit. Et s'il a créé son esprit, il a pu le créer de telle sorte, pour parler couramment, enfin, pour utiliser un vocabulaire anachronique, mais que vous puissiez comprendre, il a pu créer l'esprit humain avec un bug dans le code. Est-ce qu'un piano qui est désaccordé sait qu'il joue faux? Est-ce qu'un esprit qui est vicié, c'est-à-dire qui a un bug, peut savoir qu'il a un bug? Non plus. Autrement dit Descartes, si ça se trouve, mon esprit a été créé par Dieu de manière défaillante, et pour moi, il est évident que 2 plus 3 égale 5, mais je peux me tromper, et là je veux que vous compreniez ce que Descartes veut dire. Je peux me tromper en pensant que 2 plus 3 égale 5, et pourtant je n'aurais pas fait d'erreur. Je n'aurais pas fait d'erreur. Parce que mon esprit sera programmé pour penser que 2 plus 3 égale 5, mais si ça se trouve, mon esprit est vicié. Et Descartes va dire, mais on n'est pas obligé de penser, on n'est pas obligé de penser que Dieu existe. On peut penser que Dieu n'existe pas. Et Descartes va dire, mais alors c'est pire. Parce que si un être tout-puissant m'a créé de manière imparfaite, alors, à plus forte raison, si c'est le hasard qui m'a créé, si ce sont mes parents simplement qui m'ont créé et que c'est le hasard qui m'a créé, alors j'ai encore plus de raisons de penser que ma raison est faillible, que ma pensée est faillible. Donc si Dieu existe, il a pu me créer de manière à ce que je me trompe parfois, donc il a pu me créer de manière à ce que je me trompe toujours. Et si Dieu n'existe pas, c'est pire d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle une tenaille. Si Dieu n'existe pas, c'est pire, parce que ça veut dire que mon esprit a encore plus de chances d'être faillible, d'avoir un bug. Donc que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, je peux remettre en cause, je peux mettre en doute la certitude des vérités mathématiques qui sont pourtant évidentes. Et c'est là que Descartes est profondément original dans l'histoire de la philosophie, parce que vous aviez les sceptiques de l'Antiquité qui disaient, mais est-ce que tu es vraiment certain de ce que tu crois? Si ça se trouve, le réel n'est pas tel qu'il te semble. Si ça se trouve, tes opinions religieuses ne sont pas vraies. Parce que tu peux croire ça à un moment et tu croiras autre chose à un autre moment. Et Descartes va dire, mais est-ce que tu es certain de ce qui est évident? Et ça, c'est très fort, parce que pour les Grecs, au fond, la question c'est de savoir si on est vraiment certain de ce qu'on croit. Est-ce que c'est si évident que ça? Et Descartes va attaquer ce qui est le plus évident, 2 plus 3 égale 5, il va dire, c'est évident, mais est-ce que c'est certain? L'évidence n'est même plus certaine, si vous voulez, avec Descartes. Alors, on arrive à la fin de la première méditation, il n'y a plus rien. Si vous voulez, plus rien n'a résisté à la bombe nucléaire qui est le doute. On n'est plus certain de rien, même de l'évidence mathématique. Et c'est là qu'arrive dans la deuxième méditation, ce qu'on appelle dans l'histoire de la philosophie le cogito, qui est un argument
qui va permettre à Descartes de sortir du doute. Descartes va dire, si je rends le doute le plus costaud, le plus athlétique qui soit, je peux imaginer que je suis la proie d'un malin génie. C'est l'époque où l'Europe va découvrir les Mille et une nuits, et en particulier Aladdin. Je suis la proie d'un malin génie qui me fait croire un certain nombre de choses fausses sans que je puisse m'en rendre compte. Et Descartes va dire la chose suivante. Jonathan, au taquet. Mais si je pense qu'un malin génie me trompe sur tout, il peut me tromper autant qu'il le voudra. Il y a un truc sur lequel il ne pourra pas me tromper, c'est que je suis, puisque je pense que je suis trompé. J'existe, puisque je pense que je suis trompé. Pour qu'un malin génie me trompe, il faut bien que je sois quelque chose pour pouvoir être trompé. Et donc, il faut bien que j'existe pour pouvoir être trompé. Et donc, Descartes va, d'une certaine manière, creuser le doute jusqu'au bout, et du doute, il va toucher le fond, si vous voulez, il va remonter. À partir du moment où je pense que rien n'est certain, que rien n'est vrai, alors il y a au moins une chose de vrai, c'est que, puisque je pense, il faut bien que je sois. Puisque je pense, il faut bien que j'existe. Et la certitude que va trouver Descartes, c'est ça le cogito, c'est que à partir du moment où je pense, je sais que j'existe. Cogito sum. Je pense, je suis. Et je pense, je suis dans le même instant, si vous voulez. Quand je pense, je peux penser n'importe quoi, je peux penser quelque chose de faux, je peux être en train de faire un trip à la drogue. C'est quand même à moi que ça arrive. Je sais que j'existe. Quelle que soit mon activité psychique, je sais, dit Descartes, que j'existe puisque ce sont mes activités psychiques. Oui. C'est lui. Ouais. Ben, c'est de ça que je parle. Mais vous comprenez, Orlan, vous comprenez que c'est pas je pense et j'en déduis que je suis. C'est quand je pense, je sais que je suis. Parce que c'est moi qui pense. Donc c'est pas une déduction, si vous voulez, c'est intuitif, c'est une intuition, c'est immédiat. Et là-dessus arrive 2 siècles et demi plus tard, un Allemand à moustache très méchant, déjà, qui s'appelle Nietzsche. Nietzsche, N-I-E-T-Z-S-C-H-E. Donc il a toutes les consonnes de l'alphabet dans son nom. N-I-E-T-Z-S-C-H-E. Friedrich Nietzsche. À vos souhaits. Nietzsche qui va dire à Descartes, mais tu n'as pas douté de tout. Je vous libère, j'ai pas totalement fini, on prendra peut-être ça à la rentrée. Je ne sais pas comment sera organisée la scolarité à la rentrée, est-ce qu'on sera en classe entière, ce que je souhaite ardemment. On verra. On est suspendu aux décisions du gouvernement, c'est-à-dire au truc le moins solide qui soit.